Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce nouveau format de webinaire que Idéal vous propose. Ce matin, nous allons participer tous ensemble à un défi d'élus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un défi d'élus? L'idée, c'est de confronter la recherche et l'action, amicalement bien sûr. D'une part, parce que les rapports de recherche, les travaux de recherche, ceux que nous finançons, ceux que nous soutenons, ceux que nous essayons de mettre dans le débat public sont très importants. Ça peut se faire sous la forme d'un livre, ça peut se faire sous la forme d'un rapport écrit, ça peut se faire aussi sous la forme de ce genre de rencontres. Et il est très important de soutenir cette pensée critique, qu'elle soit relayée, qu'elle circule, surtout en ce moment. D'autre part, l'action publique, qui est finalement le juge de paix, est la seule manière de vérifier des hypothèses, peut-être d'en énoncer d'autres au-delà de la théorie. Et c'est aussi un socle sur lequel les élus, les responsables politiques locaux et les chercheurs et les chercheuses peuvent puiser des idées pour mettre au point de nouvelles politiques, pour éviter des écueils, pour échanger aussi des bonnes pratiques. Alors, à chaque fois, dans ces défis d'élus, nous allons choisir un sujet un peu épineux pour faire dialoguer un chercheur ou une chercheuse ayant travaillé sur la théorie et aussi sur des terrains, bien sûr, et un ou une élue confrontée à la question. Et aujourd'hui, nous abordons celle de la régulation des meublés de tourisme ou des locations de courte durée qui ne se limitent pas au logement de plateforme et que nous appellerons aussi comme ça d'un nom générique. Disons qu'on ne va pas beaucoup citer de noms pour éviter des retours judiciaires de certaines enseignes qui sont très susceptibles et très bien armées pour se défendre. Alors, la location de courte durée a été une belle idée à laquelle nous avons pour beaucoup cru et parfois adhéré, que nous utilisons parfois. Moins cher que l'hôtel. C'est aussi une manière de se procurer un revenu supplémentaire en utilisant son logement, en partageant sa maison, quand on est là, quand on est absent. Et ça a tellement bien marché que c'est devenu un marché. Et ce marché est aujourd'hui analysé, critiqué comme une des causes de la crise du logement et d'un rétrécissement du marché locatif classique, plus rentable et moins réglementé. C'est aussi pour ça que c'est devenu un marché si fructueux. Donc peu à peu, les touristes remplacent les habitants qui sont obligés de trouver à se loger ailleurs, de partir, parfois de s'éloigner de leur lieu de travail. Des villes deviennent ainsi des lieux de passage, des villes de passage, dont les équipements ne servent plus à rien ou servent moins, dont les équipements en tout cas doivent s'adapter à ces passants qui consomment autrement, donc qui ne vont pas à l'école par exemple, qui n'utilisent pas forcément la bibliothèque, qui ne vont pas au stade ou qui ne l'utilisent pas, ce qui pose des problèmes pour la gestion de ces équipements. Et puis, ce sont aussi des passants qui ne votent pas. Des passants qui payent des loyers à des investisseurs plus souvent qu'à des propriétaires et qu'à nos propriétaires partageurs qui partageaient justement cette belle idée du logement mis à disposition au début. Alors, qu'est-ce que cela a provoqué à l'échelle d'une ville comme Annecy? C'est ce que nous allons voir avec Nora Segolabidi, qui est maire adjointe à Annecy depuis 2020 et chargée de l'aménagement du logement. Donc, Nora sera notre élue. Et puis, qu'est-ce que cela a provoqué plus généralement en termes de politique publique urbaine? Et la question là sera posée à Thomas Aguilerac. Donc Thomas Aguilerac qui est politiste à Sciences Po Rennes, spécialiste de l'action publique et des territoires et qui est aussi auteur d'un ouvrage à paraître en juillet 2025 avec Francesca Artioli et Claire Collomb qui s'appelle Housing Under Platform Capitalism. Voilà, finalement, en quoi cette question est-elle devenue politique? Donc, je vous propose, dans une première partie qui sera animée par Antoine Pochon, chef de projet à Idéal Recherche, de nous remettre un peu au goût du jour sur l'émergence de ce phénomène et les dégâts qu'il a provoqués. Et puis, une deuxième partie dans laquelle on s'intéressera plus précisément à ce qui s'est passé après la loi, puisque loi il y a eu, et aux réponses apportées par la ville d'Annecy que nous confronterons à l'analyse critique de Thomas Aguilera. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Commençons directement en plongeant finalement dans le terrain qui est le nôtre ce matin, donc Annecy. Nora Segolabidi, est-ce que vous pouvez nous planter le décor en quelques minutes sur ce qu'est cette ville, cette agglomération et son marché du logement? Très bien, merci à vous de m'avoir invité. En tout cas, je suis heureuse de pouvoir témoigner aujourd'hui effectivement de la question des meublés de tourisme. Alors,
simplement une petite présentation un peu de ce territoire. Annecy fait partie du département de la Haute-Savoie. Elle comprend 67 km². Son économie, comme vous le savez peut-être, est très attractive de par le fait du tourisme. Aujourd'hui, ce territoire emploie 98 000, donc avec plutôt 98 000 emplois. Ça représente à peu près 32% du département de la Haute-Savoie. Son tourisme était rayonnant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il est assez exceptionnel. 3 millions de visiteurs par an, avec 5 millions de nuitées, 4 millions de taxes de séjour. Donc déjà, on peut planter le décor là-dessus. Et bien sûr, elle est surnommée la Venise des Alpes, entre lac et montagne, bien sûr, de quoi rêver. Mais nous avons, nous, très clairement, depuis notre arrivée, notre équipe à Annecy, l'idée, c'est de faire en sorte de transformer un peu ce tourisme en tourisme un peu éco-responsable. Donc, on est plutôt dans cet aspect et les meublés de tourisme en font partie. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Et il faut se dire aussi qu'Annecy, c'est le patrimoine de la vieille ville. Donc, on y reviendra aussi. C'est un sujet important. Et puis, le rappeler que la ville d'Annecy, la vieille ville, est labellisée ville d'art et d'histoire. Donc, là aussi, d'où le sujet, la question du patrimoine. Annecy, donc, je le rappelle aussi, c'est une commune nouvelle, donc c'est important, 135 000 habitants, c'est depuis 2017, et c'est une des premières communes nouvelles de cette importance au niveau national, et en même temps un élargissement de l'agglomération qui comprend 34 communes, 215 000 habitants, donc ça aussi, en même temps, et ça a été véritablement en 2017 et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment encore, on vit encore un peu sur cette fusion à la fois de la commune et de l'élargissement de ce territoire. 64 422 résidences principales selon l'INSEE 2020 et dont 9 760 résidences secondaires et vacants. C'est important de le rappeler. 14 289 logements sociaux, selon la loi SRU 2023. Et notre taux SRU aujourd'hui est de 21,91%. Donc, on le rappelle ici, c'est vrai, Annecy, vue par les habitants et par ses citoyens, c'est une ville chère. Qui est on peut difficilement se loger, financièrement aussi, très, très complexe, du fait, entre autres, par la proximité de la Suisse, donc, et de ses frontaliers vers du canton de Genève, donc, qui a un fort impact sur l'emploi et sur le logement. Je le rappelle aussi que cette préoccupation sur la question du logement, elle est liée aussi à une population vieillissante, un peu comme dans tous les territoires, mais particulièrement aussi sur notre territoire, avec un desserrement des ménages qui induit aussi un fort besoin de logement. Donc, vous voyez, on y reviendra, mais c'est aussi le sujet de dire, effectivement, les occupations aujourd'hui des meublés de tourisme fait que ça vient aussi accentuer aussi un phénomène bien plus global, qui est aussi la vieillissement de la population et le desserrement des ménages. Donc, une population à revenu médian à 26 540 €, contre 21 930 en France. Donc, il y a aussi des inégalités marquées sur le territoire d'Annecy, au-delà de la carte postale, et dont la question aujourd'hui de notre préoccupation de pouvoir produire aussi des logements abordables. Je crois que c'est vraiment un besoin aujourd'hui nécessaire. Peut-être qu'on y reviendra aussi dans une bonus, je dirais, de cette fin de séquence. Sur la question du marché de l'immobilier, eh bien, très clairement, les prix de vente aujourd'hui, 5 680 € en 2021. On est passé à 7 103 € en 2023. Ça, c'est l'ensemble du marché neuf. Exactement, neuf comme ancien. Plutôt neuf. Plutôt neuf, donc c'est une hausse de 17%. C'est assez important en 2 ans. Et la durée de commercialisation, c'est aussi important de le rappeler, on est passé de 18 mois à 36 mois. Donc là, les effets de cette crise immobilière des dernières années. Voilà. Les loyers, là aussi, on y vient. Le loyer médian en 2024 est à 13,8 € au mètre carré hors charge. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour un logement à 54 mètres carrés, ça nous fait 754 €. Donc, on est le 2e rang des loyers du parc privé les plus hauts, hors Île-de-France. C'est pas rien. Un parc locatif social, quant à lui, qui est à 6,9 € du mètre carré, soit 2 fois moins élevé que dans le parc privé.
Donc ça aussi, c'est un phénomène qui est important à signaler, hein. C'est-à-dire quand le segment entre le parc privé et le parc social aujourd'hui est relativement bas, on n'a que 8% aujourd'hui d'offres sur ce segment. On est quand même la 5e agglomération la plus chère de France, derrière Paris, Annemasse, le golfe de Tropez et Nice. D'où la préoccupation qui est la nôtre de poser aussi le débat, et nous la posons à la fois à l'agglomération mais sur notre territoire, l'encadrement des loyers, qui est un vrai sujet réclamé depuis 3 ans en ce qui nous concerne auprès de l'État et de l'agglomération. Donc voilà, on y reviendra peut-être. Bon, le constat global, c'est que le coût des logements et de la vie fait chez nous explose, hein. Les loyers à plus de 40%, représentent 40% de leurs revenus, donc c'est important. Et on a un déficit de logements abordables, comme je le signalais, hein, ce segment aujourd'hui manquant dans le cadre du parcours résidentiel, qui représente que 8%. Donc là aussi, on y reviendra sur les mesures que nous avons mises en place, au-delà, dont les meublés de tourisme est considéré comme un élément parmi d'autres de réponse par rapport à cette problématique d'insuffisance aujourd'hui. Quoi dire de plus sur ce territoire ? 2-3 mots peut-être. 2-3 mots peut-être. Pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Le salaire, hein, aujourd'hui, on est à 2330 € net. Donc, ce qui veut dire qu'un ouvrier dans notre territoire, avec une vie chère, hein, on est à 1792 € net par mois. Donc voilà, vous voyez un peu le décalage aujourd'hui des salaires et de la cherté de ce territoire. D'où la demande de logements sociaux qui explose. On est à plus de 29 000 demandes sur le département, plus de 10 000 sur notre territoire. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est loger prioritairement des métiers essentiels pour nos actifs. Il nous faut retrouver des logements aujourd'hui accessibles et qu'on ait effectivement moins d'immobilier d'investissement. Donc je pense que c'est tout l'enjeu aujourd'hui de notre action, c'est de retrouver et de remettre sur le marché ces logements qui sont nécessaires aujourd'hui. Donc, conclusion, clairement, sur notre territoire, il y a 5 ans, nous sommes, et encore aujourd'hui, on essaie de réguler parce qu'on est dans un marché qui est non maîtrisé de l'immobilier. Donc l'idée depuis maintenant 5 ans que notre travail, ça a été d'essayer d'apporter une forme de régulation. Je parlerai dans la planification de notre territoire. De réguler ce marché de l'offre et au regard de nos besoins. Et puis sortir, et vous le direz peut-être aussi bien que moi, c'est des logiques capitalistiques spéculatives. Vous l'avez dit dans votre introduction, je partage totalement de court terme, qui produit très clairement souvent des logements, et je le dis aussi, trop petits et chers. Et donc, ça joue aussi sur la qualité des logements, c'est-à-dire plus vous avez les moyens, plus vous avez des logements conséquents en termes de surface, et moins vous avez de moyens, et plus la proposition aujourd'hui, c'est d'avoir des petits logements, et ça touche à d'autres problématiques que nous savons, la question du bien-être dans son logement, la question des espaces de santé mentale, et ainsi de suite. Oui, donc on a déjà commencé on a commencé à plonger un petit peu, mais en tout cas, c'était juste pour présenter un petit peu nos préoccupations en tant qu'élus sur notre territoire et du contexte. Mais c'est effectivement donc le portrait d'une ville qui connaît une forme de crise du logement, c'est indubitable. Donc vous êtes une équipe municipale qui est arrivée en 2020 après un grand passé où la droite libérale était aux manettes de cette ville et de cette agglomération, ce que vous n'avez pas précisé, mais qui a un petit élément supplémentaire important pour maintenant plonger dans la question que je vais vous poser. Finalement, ces locations de courte durée, qu'est-ce qui fait que ça finit par représenter un problème à Annecy? Il y en a trop. Quel est est-ce que vous pouvez me qualifier un peu ce problème? Je pense qu'il y a 2 mesures. Il y a à la fois aujourd'hui un ras-le-bol des citoyens qui vivent dans des centralités, et je parlais de la vieille ville en particulier, on y reviendra peut-être dans les risques, mais aujourd'hui il y a aussi une qualité de vie aujourd'hui qui est vraiment mise à mal. Et il y a aussi des questions de sécurité, très clairement, sur les questions de bâtimentaires. Et puis il y a aussi le nombre. Aujourd'hui, on est à plus de 6000 meublés de tourisme sur un périmètre comme la vieille ville, qui aujourd'hui est extrêmement, une ville un peu qu'il n'y a plus de vie en fait. Il n'y a plus de citoyens aujourd'hui qui arrivent à pouvoir vivre dans ce secteur. Donc voilà, donc on a vraiment là un vrai sujet, je le disais, de retrouver peut-être une partie, je dirais, de ces meublés dans le marché global,
mais avant tout, c'est une vraie problématique aujourd'hui de sécurité, de copropriété qui sont en danger. Oui, donc vous nous mentionniez pendant la préparation, hein, donc des problèmes de sécurité, notamment sur les bâtiments, des incendies, c'est ça Tout à fait. Donc, on peut peut-être représenter, on a aujourd'hui, on a des risques importants. Là, je présentais des enjeux de sécurité. On le voit bien ici, on a eu 3 incendies, clairement, sur ce secteur. Ça a fait énormément je dirais des mois sur ce site. On a aujourd'hui, il faut le rappeler très clairement, des problématiques. Aujourd'hui, des causes qui peuvent conduire à des défauts de conception. Donc aujourd'hui, on le voit aussi au niveau national, on le sait, on est un peu dans le même contexte que Lille, que Bordeaux, que Lyon et que de Marseille, très clairement. Notre problématique, c'est qu'on a des défauts, dont je le disais, de conception, de vétusté, très clairement, de changement de sol d'assis, des modifications de structure, des augmentations de sollicitations de la part des copros. Oui, et ces problèmes qui sont en partie liés, d'après ce que vous aviez pu détecter, à des divisions non autorisées ou non encadrées. Des déclarations préalables qui ne sont pas déposées. Et donc que c'est pour créer des logements, en partie pour créer des locations de courte durée, c'est exactement ça, si j'ai bien... Aujourd'hui, notre service hygiène, juste pour vous donner un ordre d'idée, a ouvert 15 nouveaux dossiers, dont 10 en vieille ville, de mise en sécurité ou de sécurisation d'urgence. Donc c'est pour vous dire l'ampleur de notre phénomène. Ces 6 derniers mois, la vieille ville a connu 2 incendies majeurs, un effondrement mural. On a des événements qui montrent une fragilité de notre patrimoine bâti historique, avec une augmentation du nombre de meublés de tourisme et des retards de mise en conformité aggravant considérablement la vulnérabilité. Donc voilà, donc là aujourd'hui, nos services hygiène et de sécurité nous alertent fortement. Très clairement, on a donc aujourd'hui une réponse à apporter et on est en train de travailler à la fois en mettant en place une cellule qui réduira les risques, et on a une réunion publique avec le préfet pour pouvoir sensibiliser les propriétaires et sur leur devoir aussi, de pouvoir signaler aussi des travaux qui ne sont pas déclarés. Et puis, on va mettre en place dans les mois qui viennent une opération d'amélioration de l'habitat, une OPA qui est à la fois un soutien auprès des copropriétés, dont souvent les syndics sont des syndics bénévoles, et là aussi une amélioration en leur proposant ce service d'OPA, et en même temps aussi des subventions des collectivités. Oui, donc là, c'est important parce que la rénovation coûte, et donc pour le coup il faut qu'on accompagne aussi cet aspect financier. Donc là on parle bien de problèmes de sécurité, c'est un premier point donc qui fait partie effectivement des questions qui font partie du pouvoir de police du maire. Tout mais peut-être aussi au contact de vos concitoyens, des habitants d'Annecy. Est-ce que des demandes particulières ou des paroles particulières vous parviennent au sujet de ces locations de courte durée? Est-ce qu'il y a des mécontents? Est-ce que ça a fait partie aussi de votre façon d'appréhender ce problème? Juste pour compléter, en fait, quand on a annoncé ce webinaire sur les réseaux sociaux, on a eu des réactions extrêmement fortes de personnes opposées à la régulation et qui défendent en fait la liberté de pouvoir utiliser leurs biens immobiliers comme ils le souhaitent. Donc peut-être que vous avez aussi des échos de ces personnes-là qui vont à l'encontre de votre politique publique. Alors, on a deux populations. Il y a une population extrêmement favorable, je le rappelle, une association aussi qui s'est montée, qui était là, présente bien avant la question, je dirais, avant que tout ça se soit médiatisé, que la loi soit promulguée. On a une association qui s'appelle, une association qui nous a beaucoup accompagnés, qui a accompagné ma collègue, que je rappelle ici, Sophie Garcia, qui est conseillère déléguée et qui est en charge de ces sujets-là. Eh bien, ils nous ont beaucoup accompagnés pour nous dire on compte sur vous pour pouvoir porter notre voix aujourd'hui et tout ce que nous constatons au quotidien. Donc je pense que ça vient aussi de ce phénomène de mouvement un peu citoyen, de se dire on compte, on vous donne les éléments de ce qui se passe. J'avais effectivement pris l'exemple très clairement de la façon dont les habitants, on peut le rappeler, l'association des riverains de la vieille ville d'Annecy, l'ARVA,
qui a donc beaucoup contribué à accompagner, nous a beaucoup accompagné, apportant aussi beaucoup et beaucoup d'attentes en même temps. Et c'est grâce en étant en lien aussi avec d'autres associations dans d'autres territoires. Je prends l'exemple de Saint-Malo avec J'y vis, j'y reste, qui finalement l'État a donc constitué et créé et fédéré toutes ces associations un peu de citoyens dans ces secteurs, le comité national des habitants permanents. Et je crois que ça aussi, c'est leur travail et leur fruit aux côtés des élus, avec les parlementaires, qui ont aussi fait bouger les choses. Je pense que c'est important aussi de le rappeler. Donc il y a une forte mobilisation de ces citoyens, et puis de mobilisation à la fois des lanceurs d'alerte, très clairement, et pouvoir bouger un peu la pensée politique. Donc je pense qu'il y a à la fois effectivement cette population qui est extrêmement favorable et qui nous soutient, dont 77%. Alors, même si parmi eux, chacun ont par exemple 1%, 77% ont un meublé de tourisme, parce que vous l'avez rappelé dans votre introduction, l'idée c'est de ne pas dire qu'on veut arrêter les meublés de tourisme. La logique même du meublé de tourisme, c'était aussi de permettre d'avoir un revenu, je dirais, supplémentaire de fin de mois pour pouvoir... Voilà, c'est un peu le sujet. L'idée, c'est pas ça. L'idée aujourd'hui, c'est que, comme vous l'avez rappelé, c'est devenu un marché. Et c'est ça qui pose problème. En soi, le meublé de tourisme partait d'un bon sentiment, me semble-t-il. Mais c'est vraiment le côté... aujourd'hui, la façon dont ça... Et comme il n'y a jamais eu d'encadrement de loi, il n'y a pas eu de loi qui finalement, ces 10 dernières années, ont un peu encadré tout ça, et bien effectivement, voilà, on se retrouve dans cette situation. Donc aujourd'hui, on a cet aspect. Et puis après, effectivement, vous en avez certains. Et c'est là où on touche un peu, effectivement, les avis un peu défavorables, plus que défavorables, les conciergeries, les syndicats de multipropriétaires. Je pense que c'est plutôt... Et si, effectivement, pendant des années, ils ont pu profiter d'un système en l'absence de règles. Ouais, on peut dire ça comme ça. On donc, reviendra à ces aujourd'hui, règles on y reviendra tout à l'heure. et à ces Voilà. opposants dans un deuxième temps. Merci Nora. Thomas Aguilera, en tant que politiste, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à cette question et qu'est-ce qui fait que ça fait un problème pour les sciences sociales? Alors effectivement, c'est un problème qui l'est devenu parce qu'il a été politisé, mais c'est un enjeu qui, dans le débat public, auprès de l'opinion, des responsables politiques, locaux, nationaux, des médias, des citoyens, est assez récent. Il apparaît dans les années 2010 et en fait, on voit qu'il prend une forme de problème majeur au top des agendas municipaux dans toutes les villes du monde dans les années 2015 et puis ensuite 2020. Mais en réalité, la question des meublés, je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant, les meublés existent depuis très longtemps et en fait, même en France, depuis les années 70, il y a un certain nombre de dispositions législatives dans le code de la construction, du tourisme, qui permettent de réguler en fait cet objet. La question, c'est qu'en 2008, il y a une plateforme, là je vais la prononcer parce que je parle d'elle, donc Airbnb, qui va naître et qui va en fait provoquer l'expansion d'un marché. C'est pas la seule, c'est une parmi d'autres, mais elle est en quasi-monopole en Europe, autour des 80-85%. Mais en fait, ça va produire une extension du marché et qui va trouver une place très importante sur la question du logement, du tourisme et du surtourisme et du côté de l'aménagement et de la planification. Alors d'abord, c'est un enjeu assez silencieux, mais qui va être... Qui va prendre place dans les villes américaines, notamment San Francisco, New York, dès les années 2010, là où finalement le marché va croître en premier lieu. Et puis ensuite en Europe, et notamment via des grandes villes comme Paris, Barcelone, Berlin, qui sont déjà des grandes villes très touristiques, qui sont déjà touchées par le tourisme et le surtourisme. Ce qu'on va appeler le surtourisme, ce sont des flux et une concentration touristique qui semble aller au-delà de ce que peuvent supporter à la fois les citoyens et les capacités d'infrastructures ou d'habitat ou d'un marché soutenable. Et donc en fait, nous, sociologues et politistes et les géographes aussi, on a commencé à s'intéresser à cet enjeu parce qu'il a été à la fois parce que les premières analyses ont montré qu'il y avait des effets qui étaient produits par cette expansion en fait quasiment exponentielle sur les marchés de l'habitat, mais aussi sur la question des professionnels du tourisme, sur des formes de concurrence entre les acteurs, et également parce que les acteurs politiques commençaient à s'y intéresser sans nécessairement
avoir les armes pour en parler. Notamment, on va y revenir sur la question des données, puisque c'était en fait un phénomène assez invisible. Et dernier point, ce qui est assez intéressant pour des sociologues ou des politistes, c'est qu'en fait, c'est, comme vous le disiez en introduction, c'est quand même une pratique qui s'est très répandue. On n'a pas beaucoup de données, mais on est en train d'en produire sur qui utilise vraiment en fait et à quelle échelle ces plateformes. Et il suffit de faire un sondage autour de nous et en fait, c'est assez évident que ça a été, il y a eu une espèce de success story autour d'une forme alternative de se loger de façon moins chère, plus longue dans une ville, de découvrir de nouveaux quartiers. Donc pour les touristes, ça a contribué à, comme le disait cette grande plateforme, à démocratiser le tourisme. Et pour les territoires accueillants, il y a eu un mythe comme quoi on allait pouvoir extraire en fait des externalités positives, notamment économiques, sur ces territoires pour en faire une nouvelle base économique. Mais en fait, je dis un mythe parce qu'en fait, au bout de 15 ans, 10 ans, 15 ans, on réalise que c'est pas si productif que ça pour les territoires. Et donc ces territoires, c'est bien, il y a une diversité de ces territoires. Là, vous en avez cité certains, des grandes métropoles, mais finalement, est-ce que le problème naît de la même façon dans cette diversité de territoires? En gros, est-ce que le problème a émergé, s'est posé de la même façon dans le territoire français à Saint-Malo, à Paris, dans le Pays Basque, à Annecy? Est-ce que c'est un problème dans un village du Massif central? Est-ce que voilà, cette politisation de ce phénomène s'est produite de la même façon partout? Alors effectivement, ça c'est une question qu'on a posée donc avec mes collègues Francesca Artioli et Claire Collomb. On a essayé de regarder en Europe notamment, dans différents territoires déjà urbains, une grande diversité. On a observé une grande diversité dans la façon dont ça a été politisé et ensuite régulé. Et même si on regarde en France ou à l'intérieur de chacun des pays qu'on peut étudier en Europe, on voit une diversité d'appropriation du sujet, de conflits avec les citoyens ou les propriétaires, les acteurs économiques et la façon dont les villes, les métropoles et les EPCI vont ensuite s'en saisir. Alors, donc effectivement, on a mené un travail de long cours sur une dizaine d'années. Donc, avec mes collègues, on a étudié 10 pays, 12 grandes villes. Donc là, on a regardé si vous voulez, les premiers soubresauts de cette politisation. Et en réalité, c'est dans les grandes villes que le sujet a été politisé en premier lieu, dès les années 2014-2015, dans des grandes villes qui étaient déjà soumises à des tensions autour du tourisme et du logement. Alors nous, on a essayé de montrer qu'il y avait 3 types de modes de régulation, de régimes de régulation autour de ce sujet. Alors il y a un premier type de ville que nous on a appelé des mondes de villes, qui sont des villes qui ont régulé les locations de courte durée intermédiées par des plateformes, plutôt pour favoriser le développement du marché. Et donc ça, c'est assez contre-intuitif dans les débats actuels, notamment en France. Ce sont des villes comme Londres, des villes comme des villes italiennes, qui ont ou Prague, par exemple, qu'on étudie aussi dans le livre, qui sont des villes qui ont vu dans le développement de ce marché une opportunité pour le tourisme, une opportunité pour le développement économique, et également qui était très porté sur ce qui est apparu là aussi comme une révolution, ce qu'on a appelé l'économie collaborative, la sharing economy, qui n'en a que le nom, et qui en fait ont cru au développement d'une alternative dans ce nouveau monde du capitalisme de plateforme. Et donc et puis si on prend le cas de Londres, qui est une ville globale, qui a très rapidement souhaité finalement devenir en fait un marché important de ces circulations de ses visiteurs. Et Londres, je vais y revenir dans quelques instants, est un cas intéressant parce qu'en fait elle a dérégulé une réglementation qui était déjà là depuis les années 70, 1973, qui interdisait assez fortement la location sur des meublés de tourisme. Et donc en 2015, le gouvernement, le ministère des Finances et de l'Économie, pour prendre place dans ce capitalisme de plateforme, a décidé d'assouplir les règles pour permettre le développement de ce marché. Et puis les villes, toujours dans cette partie de villes-là, les villes méditerranéennes, les villes italiennes par exemple qu'on étudie dans notre recherche, sont des villes en réalité qui ont été sensibles à cette économie du tourisme basée sur les plateformes et l'économie collaborative, mais qui aussi sont des villes de propriétaires. Et ça, c'est très important dans l'explication pour nous des différences dans les modalités de régulation. Ce sont des villes dans lesquelles les propriétaires ont un rôle économique très fort et un rôle politique aussi très fort. Et lorsque ces deux rôles s'alignent, lorsque en fait vos électeurs sont très sensibles à cette question et ont besoin quelque part ou construisent ce besoin de mettre leur logement dont ils sont propriétaires et dont ils veulent jouir et extraire de la rente, vont se positionner politiquement sur ce sujet, eh bien en fait les villes vont aussi
aussi s'aligner. Donc concrètement, si vous prenez des villes italiennes, la part de ces propriétaires constitue du patrimoine familial, immobilier, dans des États où en fait le système de retraite et d'assurance des risques n'est pas celui de la France. Et donc en réalité, constituer un patrimoine autour d'un appartement, d'une maison familiale et en profiter en le mettant sur une plateforme fait partie en fait d'une stratégie économique. Et donc les élus locaux ne peuvent pas faire autrement que de développer des régulations qui vont encadrer le marché pour le rendre légal et le rendre profitable. On Ça, aura c'est le premier l'occasion d'y revenir. Voilà, et un On y peu plus reviendra rapide ensuite. les deux Deuxième autres. type de ville, dont Paris fait partie, ce sont des villes qui se situent dans des États où l'État-providence est plus déployé, avec des formes justement donc sur les régulations sociales qui aussi touchent la question du logement, des politiques du logement très institutionnalisées, les politiques du logement social sont très importantes, donc des villes comme Vienne, Paris, également Berlin, qui est une ville de locataires aussi. Et donc ce sont des villes dans lesquelles les politiques de logement sont importantes, donc les élus locaux et nationaux vont être plus sensibles à la question de la protection du logement d'une part. Ce sont des villes plutôt de locataires, en tout cas où la part des propriétaires est moins importante de la part économique et politique, et donc en fait des élus locaux peuvent se permettre finalement de prendre des mesures qui vont réguler plus fortement ce marché, parce que l'intérêt politique et économique est moins pesant, et également ce sont des villes sur lesquelles les agendas politiques ont une place, et effectivement ce sont des villes plutôt à gauche, progressistes, qui ont voulu mettre en place assez tôt, comme Paris a été en fait un leader au niveau européen de ce fer de lance en fait de cette modalité de ces modes de régulation. Et donc ça, c'est un deuxième groupe de villes qui a développé des instruments qui sont basés, ça c'est important de le dire, sur des instruments préexistants. Vous disiez qu'en fait, on en parle et on va en reparler, il y a une nouvelle loi donc, qui est arrivée au niveau national au bout de 10 ans de maturation du sujet, mais en réalité, il y avait un grand foisonnement de dispositions législatives dont les villes pouvaient se saisir, et ce qu'a fait... On y reviendra juste après dans le cas d'Annecy notamment. Tout à fait. Et troisième type de ville qu'on expose ici dans le livre, ce sont des villes qui, en termes socio-économiques et structurels, correspondent plutôt aux premières villes que j'ai présentées, même des villes méditerranéennes comme Lisbonne, Madrid, Barcelone, qui sont des villes plutôt de propriétaires, qui sont des États, qui sont des villes dans des États où le système social est là aussi peu protecteur, et donc les propriétaires tentent de constituer du patrimoine immobilier, donc sont a priori assez sensibles aux plateformes, et ce sont là aussi des lieux très touristiques, et donc potentiellement qui rentreraient dans cette catégorie où on aurait des intérêts à développer le marché. En revanche, nous, ce qu'on montre, c'est que dans ces villes-là, il y a une très forte politisation par les mouvements sociaux anti-tourisme. Donc là, c'est aussi des mouvements sociaux anti-tourisme, en mettant en avant depuis les années 90, bien avant la naissance de ces plateformes, que le tourisme en fait produisait des effets très néfastes sur les villes. Si vous regardez des quartiers comme l'Alfama à Lisbonne, donc une politisation qui arrivait assez tardivement, mais si vous regardez Barcelone, quand même, qui est l'archétype de cette ville saturé dans son centre-ville historique, et qui a connu des mouvements sociaux anti-tourisme qui ont poussé en fait les gouvernements progressistes à prendre des mesures assez fortes vis-à-vis de ces plateformes. Oui, donc des situations contrastées en fonction des villes. Merci pour d'avoir tous les deux un peu planté le décor depuis vos points de vue respectifs. Je passe la parole à Catherine pour la suite. Alors, effectivement, vous avez parlé de régulations diverses et variées. Sur le sujet des dégâts causés, je voudrais aussi citer le rapport de l'IGED qui est porté par Jérôme Duchesne sur l'attrition du marché locatif à cause de ce phénomène, et revenir sur la loi. Donc la loi de novembre 2024 qui a fini par être votée. Alors je dis fini parce que c'est un texte qui a connu pas mal de méandres, périples, allers-retours, etc. C'est un texte transpartisan qui a été porté par Iñaki Echaniz, qui est député socialiste du Pays Basque, et Anaïg Lemeur, qui est député Renaissance du Finistère, donc deux territoires littoraux qui sont extrêmement touchés par ce phénomène. Et ce texte a été plusieurs fois reporté pour des raisons de soutien politique, et peut-être pour des raisons de sponsoring des JO par une des plateformes dont on parle entre les lignes, à chaque ligne. Finalement, un texte voté en novembre qui offre aux collectivités des outils nouveaux dont elles peuvent se saisir ou pas. Donc je vous en fais la liste très brièvement, et après on va revenir sur celle que vous avez choisi d'appliquer à Annecy ou pas, justement, et puis vos commentaires, Thomas, là-dessus.
Je voudrais juste dire que dans le préambule du document du ministère qui est aujourd'hui en ligne, il est précisé que la location des meublés touristiques a contribué à réduire le nombre de logements disponibles comme résidence principale, voire à augmenter les prix. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc sur le site du ministère. Donc il y a bien une reconnaissance de la casse qui a été pratiquée. Alors, qu'est-ce qui change ? Une autorisation préalable nécessaire pour tout nouveau meublé ou changement d'usage quand la commune est soumise à cette autorisation de changement d'usage. Un nombre d'autorisations maximum dans certaines zones, délivrées pour 5 ans, et seulement pour des logements dont le diagnostic de performance énergétique qui n'était pas exigé jusqu'à peu pour les logements de tourisme et de A jusqu'à E, jusqu'à E, et sinon il faut des travaux, et après progressivement ce sera appliqué comme dans les logements classiques. Une réduction du temps autorisé pour les résidences principales, donc c'est à nouveau les villes qui choisissent, mais entre 90 et 120 jours. Des servitudes de résidence principale possibles dans le PLU, donc des zonages dans lesquels il ne pourra plus être possible de faire des résidences secondaires. Et récemment, Chamonix vient d'annoncer que sur tout le périmètre de la commune, je crois qu'il n'y a plus de possibilité de nouvelles résidences secondaires. Un enregistrement obligatoire à partir du mai 2026 de tout nouveau logement de mise en location de courte durée. Un changement sur la fiscalité des logements. Alors là, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est compliqué. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'aligner progressivement la fiscalité sur les logements loués nus. Et en fait, cette fiscalité était extrêmement favorable. Alors non seulement les propriétaires pouvaient pratiquer des loyers plus hauts, mais en plus, ils étaient moins taxés. Et en plus, la performance énergétique n'était pas réglementée. Donc voilà pourquoi aussi le marché s'est développé aussi fortement. Et on n'y est pas tout à fait encore sur cet alignement. On est vers l'alignement, on mais... y va vers. Et il faut aussi préciser que ces règles, elles vont être mises en place progressivement pour les nouveaux meublés. Les DPE ne sont obligatoires que pour les nouveaux. Les autres ont le temps de se mettre en ordre de bataille puisqu'ils ont jusqu'à 2034. Donc, ce n'est pas non plus ultra coercitif. Les règlements de copropriétaires devront autoriser à des majorités et non à l'unanimité, ou interdire plutôt d'ailleurs ces locations de courte durée. Et puis, des amendes administratives pourront être administrées par le maire et non plus par le juge. Donc, ça veut dire que c'est des nouvelles sanctions, notamment contre les fausses déclarations, qui devraient être plus faciles à mettre en œuvre. Donc, ça fait quand même un arsenal assez important dont les collectivités peuvent ou non se saisir. Donc, peut-être à Annecy, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été mis en place et comment vous allez vous saisir de ce texte ? Est-ce qu'il correspond à vos attentes ? Est-ce qu'il vous paraît trop faible, trop fort, difficile à appliquer Non, on trouve ça très très bien. Au contraire, on y a beaucoup contribué. Non, juste peut-être un petit élément où j'ai trouvé très intéressant, Thomas, par rapport au contexte global. Il est vrai que, et vous l'avez rappelé sur le contexte aussi politique, quand on est dans un territoire où l'histoire de la politique de l'habitat a été une politique du laisser-faire, clairement, on peut se dire que la logique est... Enfin, on est dans une logique de se dire laissons faire le marché, il s'est toujours régulé. Et ça a été aussi une position politique. Et ça, c'est bien aussi de le rappeler. C'est que les effets aujourd'hui de la situation dans laquelle nous sommes, ce sont aussi des citoyens, et là vous l'avez dit avec l'exemple de Barcelone, me semble-t-il, où là aussi, quand les citoyens disent on ne vit plus dans notre quartier, il n'y a plus de vie sociale, en fait ce sont que des valises qui circulent le matin et soir, et que nous n'avons plus de voisins, et qu'il n'y a plus de solidarité dans notre quartier, qui a effectivement des problématiques nuisantes extrêmement fortes, et de trafic aussi, parce qu'on peut aussi parler de délinquance aussi dans des secteurs. Il y a ce sujet qui fait que, eh bien, tout d'un coup, cette préoccupation pousse aussi le politique à mesurer autrement sa politique de logement dans son territoire. Donc là, pour revenir, juste, qu'est-ce qui nous a fait aujourd'hui, quels sont les objectifs ? J'en ai un petit peu dit tout à l'heure dans mon introduction, c'est pour nous réguler les meublés de tourisme, et cette loi, nous y avons contribué
très clairement. Hein. Nous sommes allés apporter les éléments, les arguments extrêmement forts auprès de nos sénateurs, auprès de nos parlementaires. Très clairement, c'est retrouver un équilibre entre le parc de logements destinés aux habitants de la ville et les logements dédiés à la location saisonnière. C'est de retrouver cet équilibre. On n'a jamais dit qu'on était contre. Là, c'est important de le rappeler parce que vous l'avez dit, certaines grandes villes comme Londres ont plutôt utilisé. Nous, très clairement, on le verra tout à l'heure dans les mesures, nombre de jours, on se dit que ça vient aussi apporter une offre supplémentaire dans un contexte d'offres hôtelières ou d'autres mesures qui aujourd'hui viennent compléter des grands événements de notre territoire au niveau touristique. Donc voilà, je pense que ça aussi, il faut qu'on se le rappelle. En fait, rendre la ville attractive. Voilà. Et en même temps, la rend excluante au bout d'un moment. Alors, ouais, exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver un juste milieu. Donc dans les mesures qu'on va pouvoir citer. Trop de touristes tue le tourisme. Nous sommes d'accord. Donc c'est pour ça que le surtourisme dans lequel nous sommes, il faut le réguler, très clairement. Alors peut-être juste pour arriver aux mesures plus concrètement. Voilà, les mesures. Ouais, voilà. Je vais vous proposer de commencer par une qui découle directement de cette loi de 2024, qui est celle justement du zonage. Donc cette loi de novembre 2024 donc, a permis aux collectivités de renforcer en tout cas leur utilisation du zonage. Donc, qu'est-ce que vous avez adopté à Annecy? Pourquoi vous êtes-vous emparé de cette mesure en particulier et qu'en attendez-vous? Alors, peut-être, effectivement, là, vous projetez la définition du zonage. Donc là, on est parti, nous, d'un véritable constat, c'est qu'on a donc repéré 3 zones qui ont été définies au niveau d'Annecy. La zone A, qui est la vieille ville, Courrier et Marquisat, donc c'est tout un secteur sur lequel, aujourd'hui, la totalité des meublés de tourisme, on est à plus de 6261. Donc, je pense que ça, c'est important. Au total, ça c'est le total global, et sur la zone A, on est à plus de 1460. Donc, et les meublés de tourisme en résidence secondaire, 1173. On a fait un petit pourcentage, vous le voyez le calcul, c'est le pourcentage des meublés de tourisme en résidence secondaire. Sur le total de logements, on a plus de 25%. Ensuite, on a comme ça zoné. Zone B, c'est les bords du lac, on le voit bien, et l'intra-rocade. Et la zone C, c'est le reste de la commune. Donc, on s'est dit qu'au regard du nombre total de meublés, eh bien, c'est grâce à la loi, puisqu'au départ, l'objectif, c'était plutôt une approche de compensation. Certains disent non, mais la compensation c'est peut-être la solution. Nous, on se disait que c'était compliqué pour nous la compensation parce que très clairement on va y revenir tout à l'heure. Donc voilà, donc pour nous c'est vraiment c'est le plus de cette loi, c'est qu'on a pu permettre de pouvoir se dire on va pouvoir le réguler de cette façon. Donc on a proposé dans le cadre de notre règlement justement un quota qui sera par zonage, zone A, B et C. Donc la logique, c'est effectivement rattaché à un quota. Ouais. Donc ces zones, en fait, là, telles qu'on comprend la slide que vous proposez, c'est bien de lutter contre la concentration, en fait. C'est ça. C'est Exactement. Ce qui fait problème pour vous. C'est bien qu'il y a des zones dans lesquelles il y en a vraiment trop relativement aux résidences principales. Exactement. Donc en gros, on était à 6261. On a donc aujourd'hui un objectif, et je le dirai tout à l'heure, on est passé à 2660 au global dans les 3 zones. Donc le but, c'est de faire baisser... C'est de faire baisser le nombre de meublés de tourisme. Mais de nouveau, pas de baisser le stock. Eh bien, écoutez, oui, le nouveau, puisque ceux qui sont en cours, on va pas pouvoir les réguler. Il y a une question d'un des auditeurs qui dit « Pense-t-on réellement que la régulation va permettre de remettre les logements sur le marché de la location classique ?» Alors, la location à temps partiel semble être une meilleure solution. Alors, pour qui? Pour les investisseurs, j'imagine. Mais du coup, est-ce que vous pensez en fait pouvoir convaincre les propriétaires de changer leurs pratiques en fait? Après, aujourd'hui, on ne peut pas
puisque c'est quand même aujourd'hui une première. Enfin, on va très clairement, hein, la loi date de quelques mois. Bon, on le verra bien dans une slide. Nous, notre travail démarre depuis 2018. Hein. Je veux dire qu'on a commencé à réfléchir avec une délibération sur les conditions d'autorisation. On sait très bien que c'est pas effectif. Nous, on estime 500 logements. Bon, voilà, c'est un chiffre sur lequel on est, qui pourront revenir sur le marché. Après, je pense que la question, c'est de se dire, à un moment donné, plus ces logements, enfin, de toute façon, ils existent, très clairement. On n'interdit pas non plus cette vocation de meublé touristique. Hein. Un propriétaire peut très bien avoir un meublé de tourisme, hein, c'est pas le sujet. C'est les multipropriétaires aujourd'hui. Quand on sait que plus de 80 personnes peuvent avoir plus de 600 logements en meublé de tourisme. C'est à peu près le calcul qu'on s'est fait. Mais c'est un chiffre approximatif, mais en tout cas, c'est un peu l'idée. Donc, vous voyez, c'est aussi de se dire, il faut aussi réguler. C'est-à-dire que vous pouvez le faire, mais pour le coup, il faut que ça soit, il faut que ça puisse profiter au territoire, mais sans que ça devienne un véritable marché. Et donc ces logements, aujourd'hui, on le voit bien dans notre contexte, avec la rareté du foncier, avec on y reviendra peut-être sur les résidences, enfin sur le principe de... On peut pas se permettre aujourd'hui de produire du logement et que ces logements ne puissent pas être une réponse aujourd'hui d'habitat. Alors, très clairement. Thomas, sur ce principe de zonage et de quotas, qui est dans le répertoire de cette loi, est-ce qu'il existe ailleurs et en fonction des contextes et de ce que vous avez compris d'Annecy, qu'est-ce que les élus peuvent en attendre? Alors, effectivement, là on touche à des enjeux, à des types d'instruments. Donc celui-là, le zonage a eu du succès en France. Donc on retrouve un peu la même régulation à Saint-Malo. Donc vous avez évoqué la situation à Saint-Malo, à la fois des mobilisations du collectif et de ce qui s'est passé ensuite. Alors peut-être juste un petit élément de décalage. Nous, on a compté une quinzaine d'instruments qui sont possibles, qui ont été envisagés en Europe en tout cas. On en retrouve certains en France. Parmi ces instruments, il y a des instruments qui visent à réguler l'entrée ou la sortie dans le marché, parce qu'en fait c'est quand même un marché. Et donc par exemple les demandes d'autorisation, changement d'usage, destination, voilà, c'est des instruments qui bloquent. Donc oui ou non, vous y êtes ou vous y êtes pas. Et ensuite il y a des instruments qui consistent à réguler le fonctionnement du marché. À Annecy, il y a l'autorisation. Juste pour contextualiser, oui, elle est en vigueur. Elle est en vigueur. Elle est en vigueur et en fait maintenant, surtout dans les villes en zone tendue, en fait, c'était déjà le cas dans la plupart des grandes villes et la loi généralise la possibilité de mettre en place ça. Donc il y a eu changement d'usage et destination, mais peut-être qu'on pourrait y revenir ensuite. Et il y a des instruments donc, qui régulent plutôt le fonctionnement du marché, ce qui renvoie plutôt aux villes dont j'ai parlé tout à l'heure, de ce monde des villes qui, elles, ne voulaient pas bloquer l'arrêt du marché, mais juste le rendre légal pour le rendre profitable. Donc ces villes-là, elles sont plutôt dans... Voilà. Et en fait, les règles les plus fortes, si vous voulez, qui permettent de courber l'extension du marché, de le freiner, c'est plutôt qui a le droit d'être dedans et dehors. Donc globalement, toutes les villes, partout, interdisent en Europe, interdisent le logement social, la sous-location sans autorisation. Il y a des enjeux de sécurité, les changements d'usage, etc. Bon. Le zonage, et donc premier point. Deuxième point, c'est à chaque instrument, on peut corréler en fait un objectif politique. Ça relève de la stratégie. Donc c'est-à-dire que si on parle de l'enjeu des changements d'usage, destination, on est sur un enjeu de protection du logement comme un bien pour loger des gens. Donc c'est l'enjeu de la résidence. Donc là, c'est la protection du logement qui compte. Si vous êtes sur un enjeu de zonage, ce qui est concerné ici, c'est l'enjeu territorial. Et c'est l'idée selon laquelle il y aurait une surconcentration de touristes dans un endroit en particulier. Ici, votre zone A, à Saint-Malo, c'est pareil, c'est intramuros. À Barcelone, c'est le Barrio Gothique et les Ramblas. Et donc, en fait, c'est le constat pour des responsables politiques qu'en fait, il y a trop de touristes, de fréquentation touristique à un endroit et ça devient Disneyland. Et d'un autre côté, qu'il n'y a plus de logement pour les résidents permanents. Et donc, il y a un enjeu aussi de logement. Mais globalement, c'est cette histoire de géoréférencement de l'enjeu renvoie à cette idée-là. Alors ensuite, la question, c'est comment on les définit. Donc, on peut le faire, voilà, chacun a ses critères, mais parfois, c'est facile, comme à Saint-Malo, Barcelone, vous aussi. Bon. Alors ça, on l'a vu aussi dans des villes comme Amsterdam, Barcelone. La question maintenant qui a été posée, c'est les effets. Qu'est-ce que ça produit comme effet? Si une zone, vous posez un moratoire sur une zone qui est déjà saturée où il y a une très grande concentration de ces résidences de tourisme, en fait,
Donc vous arrêtez le développement du marché, mais potentiellement vous le reportez sur les zones plus périphériques, moins régulées. Donc c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé en fait. Des travaux ont montré qu'à Amsterdam, le fait d'avoir régulé très fortement le Red Light District dans le centre de Barcelone autour des canaux avait fait que le marché s'était reporté, les opportunités économiques s'étaient reportées sur des zones moins régulées où le moratoire était moins strict. Et donc en fait il y a quelques mois, quelques années où on peut réouvrir, où les propriétaires ou les investisseurs peuvent réouvrir des appartements en bordure de ces quartiers. Donc les effets potentiels des externalités négatives ou pervers de ce zonage fait que en bordure de votre zone A, il peut y avoir en fait une extension du marché, une multiplication des locations sur la plateforme jusqu'à atteindre votre seuil de moratoire, et etc. Et en fait, on en discutait tout à l'heure, mais il y a l'enjeu autour du lac, il y a l'enjeu en zone C. Et c'est ce qui se passe aussi sur des villes comme Venise, c'est-à-dire on peut très bien réguler ce qu'il y a au milieu ou Dubrovnik, mais en fait autour, le marché va se reporter. Ce qui pose la question de à quelle échelle aussi on doit réguler. On en reparlera ensuite, je pense, mais c'est la question qui se pose pour Paris, qui est une ville bien régulée. Mais qu'est-ce qui se passe en première couronne? Ça reporte le marché à des endroits où il n'est pas si coûteux pour des touristes ou des propriétaires d'être dans une zone très proche. Là, l'enjeu d'être dans la zone B ou A, finalement, elle est très... Donc, c'est un objectif politique qui est très bien pensé en fait sur le papier parce que ça renvoie à cette question de la régulation du tourisme, un peu du logement mais surtout du tourisme. Maintenant la question c'est comment on fait pour réguler la question du logement dans la zone B. Donc vous voyez en fait il y a des objectifs, il y a des types d'instruments qui touchent pas le même sujet, qui touchent pas le même public. Ça peut toucher les propriétaires ou les touristes et qui touchent pas et qui produit pas les mêmes effets. Et donc globalement, là aussi on va en reparler, mais une régulation qui voudrait attraper le phénomène dans son ensemble, il faut en fait associer des types d'instruments ensemble. Donc il y en a une quinzaine qui sont disponibles. Mais là, notamment, la loi les propose. Le quota, là, dans ce cas-là, peut-être zonage plus quota, non? Oui, c'est obligé. Ça va ensemble. De toute façon, sinon Ouais, ça n'a pas de sens. Mais en fait, ça va ensemble. Mais la question, c'est comment on fait dans la zone B ensuite. Donc après, c'est politique. Est-ce que il faut penser le coup d'après, qu'est-ce qui va se passer, ou est-ce que il faut aussi penser à la façon. Donc en fait, on loge les travailleurs saisonniers, par exemple, de la zone A, et les gens qui travaillent dans la zone A, où est-ce qu'on les met? S'il se passe la même chose dans la zone B, que les loyers augmentent, etc. Est-ce qu'on pense d'autres types de logements? Donc on reviendra. Ça sera probablement l'une des conclusions de la séquence. Mais en fait, pour réguler ce phénomène, il faut réguler au-delà des locations de courte durée, il faut réguler bien d'autres aspects. On y reviendra. Peut-être juste pour... Juste pour avancer, deux petites questions à Nora, si vous pouvez répondre rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Quel est le profil type d'un propriétaire de meublé de tourisme à Annecy, personne physique, morale, SCI? Et le quota est-il défini en valeur absolue ou en pourcentage de résidence principale? Et quel impact sur la taxe de séjour? Alors, Profil type. le profil type. Vous avez dit tout à l'heure, il y a quand même pas mal de multipropriétaires. Multipropriétaires. C'est le profil type. Pour beaucoup, oui. Okay. Et SCI plutôt? Personne physique? Plutôt SCI, ouais, aussi. Ouais. Donc professionnalisation de cette activité. Absolument, oui. Okay. Pas mal de conciergeries qui se mettent en place. Ouais. D'accord. Et donc, le quota défini en valeur absolue ou en pourcentage de résidence principale? En valeur absolue, puisque l'idée, c'est de mettre dans la zone A 460 autorisations, zone B 1000, zone C 1200. Donc au global, on a bien là un volume clair qui est de dire on diminue de 6 000, on passe à 2 000, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment, et vous avez vu, un phénomène sur le tourisme assez ambitieux. Je réagis sur le type de propriétaire. C'est en l'état assez difficile de savoir. Nous, on est nombreux à essayer de vraiment d'élaborer, d'avoir des données là-dessus. Certains, non, mais c'est assez complexe d'avoir les données. Nous, on a des données. On peut avoir des données sur le taux de concentration du marché, sur la part du multilisting, c'est-à-dire les propriétaires qui ont plusieurs sociétés, annonces. On peut avoir sur la professionnalisation quelques tendances, mais en fait c'est assez compliqué d'avoir très précisément qui loue quoi. Donc vous évoquez les conciergeries, mais en fait les conciergeries sont des opérateurs de rang intermédiaire, des plateformes de second rang en quelque sorte. On ne sait pas en l'état des connaissances actuelles si ces conciergeries gèrent en fait des logements en leur nom pour plein de propriétaires différents ou pour un ou deux. Donc c'est assez difficile. Donc nous on a essayé d'avoir des données sur la professionnalisation, sur la concentration
concentration, vous avez des villes où la moyenne du nombre de logements mis sur la plateforme est assez stratosphérique, dans des villes comme Londres ou Prague. À Paris, le taux de concentration et de financiarisation, parce que ça va avec, est moindre par rapport à des grandes villes aussi comme Lisbonne, où vous avez des grands investisseurs des fonds de pension américains qui possèdent quasiment le quartier de l'Alfama. Enfin, c'est assez stratosphérique. En France, c'est assez modéré pour plein de raisons, mais dans certains endroits, il y a cet enjeu-là de l'investissement. Mais c'est assez difficile de répondre. Il y a des gens qui font des travaux plutôt ethnographiques, qualitatifs pour faire des typologies de propriétaires. Alors vous avez des propriétaires qui étaient dans l'idéal proposé par les grandes plateformes de type des gens qui ont une résidence assez chère dans des centres-villes chers et donc qui voudraient arrondir leur fin de mois pour pouvoir partir un week-end dans une autre ville. Mais ça, en fait, c'est devenu très minoritaire. Ce type de personnes, c'est très minoritaire. Pourquoi ? Et c'est aussi une question qui est liée à la question de la régulation de tout à l'heure, des effets. Là, c'est difficile de l'évaluer, mais les règles sont quand même maintenant assez importantes. Ça demande quand même, il faut du temps, il faut les respecter, les règles. Ça coûte cher aussi de respecter toutes ces règles. Et donc, en fait, les tout petits propriétaires, avoir plusieurs logements, déjà, ça devient compliqué. Et donc, ils sont évincés du marché. Et donc, maintenant, c'est les gros investisseurs ou les grosses SCI ou les conciergeries qui doivent gérer. Donc, ça a produit une forme de professionnalisation de ce marché, mais ce qui est classique en fait dans le développement des marchés. Après, vous avez des propriétaires, donc des SCI, des grands investisseurs. Encore une fois, en France, ça reste modéré par rapport à d'autres pays. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais il y a des pays où la financiarisation, c'est-à-dire des fonds de pension, des grands investisseurs qui font déboucher en fait leur stock et leur flux financier vers cette question. Le développement des plateformes a contribué grandement à la financiarisation du logement et de la ville. C'est très important, en profitant aussi de la crise des subprimes dans les années 2010. Et sur la question donc votre deuxième question sur sur le pourcentage en valeur absolue, non, il y a un impact sur la... Ah oui, donc ça veut dire que vous allez fermer ? Parce qu'en fait, là, il y a quand même votre stock de logements, il va falloir attendre un petit peu pour que ça diminue. Donc c'est un peu ce que je voulais évoquer. Ce qui est annoncé politiquement aussi à Barcelone, où le maire socialiste a annoncé l'idée qu'en 2028, il n'y aurait plus, en fait, là aussi. Donc c'est attendre une échéance, fixer un moratoire dans le futur pour limiter le marché, donc c'est correspond à un objectif politique fort. L'idée, c'est plutôt un turnover. Une question qui vient là-dessus, on pensait l'aborder plus tard, mais c'est Airbnb, j'ai la question, a lancé une plateforme de partage des données pour les collectivités qui s'appelle Panda. Avez-vous réussi à vous en saisir ? Y a-t-il des plateformes plus transparentes ? Oui, non, mais en plus, c'est l'obligation de la loi qui doivent nous transférer les données. Et puis aujourd'hui, je sais que de par la loi... les données, données de quoi ? C'est-à-dire le nombre de logements, à qui ils appartiennent, etc. Exactement. En fait, on sait leur annonce. Aujourd'hui, on peut maintenant... on peut avoir... alors déjà maintenant, depuis la promulgation de la loi, maintenant il y a un site que l'État met en place. Il y a un site internet qui sera bientôt, qui va bientôt arriver en ligne, effectivement, qui doit fiabiliser et sécuriser la transmission. Voilà, donc c'est exactement ça. Mais jusqu'à présent, nous avions l'ensemble des données de l'ensemble de ces opérateurs sur lesquels on se base pour pouvoir vérifier si les déclarations sont faites. Et souvent, on m'annonce peut-être 300 annonces qui n'ont pas d'autorisation sur notre territoire. Vous voyez, donc on peut faire aussi, nous, on a des contrôles, et donc par là aussi, il y a les moyens aussi qu'on met à disposition, enfin les collectivités. Aujourd'hui, ce sont des temps d'agents qui travaillent, qui vont, parce que toutes ces mesures, elles sont bien. Sauf que derrière, s'il n'y a pas des agents sur le territoire pour contrôler ce qui se passe, pour aller voir ce qui se fait, très clairement, les choses, on n'en a pas connaissance. C'est ce qu'on se dit aussi, c'est pour ça qu'on fait des réunions publiques avec les citoyens, c'est aussi pour leur demander aussi d'être sensibles et de nous sensibiliser quand il y a des choses qui se passent dans leur immeuble, des travaux, qu'il n'y a pas d'affichage d'autorisation de travaux, de venir voir la collectivité et de pouvoir le signaler.
Donc voilà, je rebondis là-dessus parce que c'est aussi Mais la important. la ville de Paris communiquait récemment sur le fait que les amendes auraient rapporté ces dernières années un peu plus d'environ 1 million d'euros. Mais effectivement, c'est un coût en contrôle pour les collectivités. Nous, c'est 1,3 équivalent temps plein à notre niveau. À l'échelle de la commune d'Annecy, oui, c'est tout ça ? à fait. Ouais. Juste peut-être pour les données qui sont autant le nerf de la guerre pour élaborer des politiques publiques que pour faire un peu de recherche aussi. Thomas, vous aviez transmis donc cette slide sur Panda. Comment on fait en fait, peut-être abordons-le maintenant en quelques mots, sans données ou dont leur fiabilité est questionnable, comment on fait pour produire de la recherche ? Alors effectivement, cette plateforme, elle est arrivée au moment où la loi était en préparation et donc la Airbnb s'y préparait et donc ça permet aussi de devancer un peu la loi. Donc c'est un jeu politique qui se déroule là. Donc cette plateforme, elle est censée aller dans le sens d'un partage. Alors si vous allez sur la plateforme, il faut être élu, il y a un formulaire à remplir, il faut être élu ou dans une équipe municipale, donc montrer. Donc pour les chercheurs, on peut essayer, mais je ne suis pas sûr qu'on ait les données à large échelle. Donc c'est pour aller dans ce sens-là. En fait, jusqu'à maintenant, la question des données entre les années 2010 et 2020 était un peu le nerf de la guerre, parce que pour ces plateformes, ce qu'il faut comprendre, c'est que la possibilité même d'extraire ce qu'on appelle de la rente, en fait, et d'accumuler dans ce modèle du capitalisme de plateforme, c'est les données. Donc c'est-à-dire que si les plateformes donnent leurs données, elles perdent quelque part là où la possibilité même d'accumuler, et ces données sont données dans ce modèle de capitalisme de plateforme, sont données de façon gratuite par les utilisateurs. Donc en fait, c'est une forme d'accumulation sur le don des usagers qui cliquent, qui donnent des informations sur leur comportement, leur goût et sur leur location à la plateforme qui va ensuite développer des algorithmes, les plateformes et finalement faire marcher sur ce modèle-là. Donc ça, c'est le premier élément. Donc pour les plateformes, protéger les données vis-à-vis des chercheurs, des États et des villes, ça fait partie du modèle lui-même. Et pourtant, vous êtes arrivé à cartographier ce qu'on voit, par exemple. Alors non, là, ce qui est ici, je vais revenir dessus. Vous pouvez peut-être mettre l'autre carte sur l'Europe. Alors, donc, ce qui s'est passé pour les chercheurs, parce que c'était la question initiale, les chercheurs ont commencé à trouver des moyens d'avoir accès à des données à travers des stratégies de code qu'on appelle du web scrapping, c'est-à-dire d'aspirer des données massivement de façon légale, mais en fait, c'est des données publiques. Et donc, les chercheurs ont bricolé autour de ça. Il y a une plateforme, un site qui s'appelle Inside Airbnb, qui en 2015, un militant open data a commencé en fait à produire du code et à le mettre à disposition des villes et des militants. Donc ça a eu beaucoup de succès, d'avoir les données. Et puis, il a fallu attendre de nombreuses années pour que, en fait, les plateformes commencent à partager et puis ensuite que des données publiques soient produites. Ici, c'était des données Eurostat que nous, on a mobilisées dans le livre. Donc, dans les années 2020 et là, en 2022, on avait enfin des données. Donc, il a fallu 10 ans pour avoir des données un peu consolidées, à la fois basées sur des partages et à la fois basées sur ces opérations de scrap et de comptabilité aussi sur les résidences de meublés, des grandes catégories. Donc, premier élément, ça fait partie, c'est au cœur du modèle. Deuxième élément, c'est un enjeu de conflit politique très, très, très important entre les États, l'Union européenne, les villes et les plateformes, et aussi les propriétaires. Et puis, le troisième élément, c'est aussi, vous évoquez, pour les chercheurs et aussi pour les villes, c'est assez difficile d'avoir les données exactes. Il y a plusieurs types de données entre Eurostat, les données Airbnb elles-mêmes, c'est bien, mais en fait, c'est que 80% du marché et encore, on ne sait pas. Il y a d'autres plateformes. Et éventuellement aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les propriétaires peuvent mettre sur plusieurs types de plateformes. Donc, c'est assez complexe d'avoir la donnée exacte. Souvent, les élus nous demandent, alors, il y en a combien ? Là, vous avez évoqué 6000, par exemple. Et là, tout à l'heure, vous pouvez mettre l'autre slide. Donc, ça, c'est ce que j'ai mis juste là une carte qui vient de RDNA, qui est là aussi une plateforme sponsorisée, produite plutôt pour de l'investissement immobilier. En fait, c'est une plateforme où on peut voir où c'est le plus rentable d'investir. Et les données, les chercheurs les utilisent parce qu'il y a une forme de standardisation, mais elles sont en deçà de ce que vous annoncez, mais ça permet d'avoir une idée. Et alors le 6000 versus 3600, il s'explique comment ? C'est difficile à expliquer parce qu'on n'a pas accès au code et à ce qui est derrière cette base de données-là. La question, c'est quand on compare des villes, on en prend une source de données
beaucoup de chercheurs achètent, il faut acheter ces données-là pour standardiser. Mais le delta qu'il y a là, c'est peut-être parce qu'en fait, c'est des logements qui ne sont pas tous sur des plateformes. Il y a des meublés de tourisme qui n'y sont pas, qui y sont à un moment donné, pas un autre. Donc, c'est assez délicat. Par contre, on peut mettre les slides précédentes juste pour avoir une idée. On peut comparer des villes sur les graphiques que je vous ai fournis. Ça vaut ce que ça vaut. On peut, sur les graphiques où on place Annecy, on peut avoir des idées, voilà, des ordres de grandeur. Là, par exemple, j'ai fait ça assez rapidement, mais j'ai enlevé Paris parce que ça fait exploser le graphique. Mais ça permet de situer les villes les unes par rapport aux autres. Sur le nombre, par exemple, là, c'est RDNA, par exemple. On voit que Paris, Marseille, Nice sont des villes qui se dégagent largement, qui sont au-delà sur ce site-là des autres. Et puis vous avez ensuite des villes qui sont placées de façon assez modérée, moyenne par rapport à ces grandes villes. Et puis l'autre slide, on peut faire tout simplement un ratio assez rapide pour voir la part que ça prend dans le parc de logement. Donc là aussi, on peut situer Annecy, mais vous avez des villes. Là, je n'y vois pas, mais dans tout ce qui est Pays Basque, Côte d'Azur, Saint-Raphaël, La Rochelle, la plus haute, c'est Saint-Raphaël. Voilà, et puis Saint-Malo, dont on pourra reparler également, qui sont là aussi en termes de concentration. C'est ça qui importe en fait pour les élus et les citoyens, la concentration. Donc sur la question des données, c'est à la fois très difficile, et là on aboutit en 2025 par le biais en fait de cette lutte et de cette loi et la mise en place de cette plateforme au fait que la question pour les élus va être résolue, pour les chercheurs. Il y aura d'autres moyens de toute façon d'avoir accès aux données, mais ce qui compte, c'est de comparer les villes entre elles, quelque part, pour les chercheurs. Et donc, autre levier de régulation qui est présent dans cette loi, Catherine. Oui, alors très brièvement, parce qu'on en a plusieurs à vous proposer de commenter. Donc, sur les résidences principales, 120 jours, 90 jours, vous choisissez quoi ? Nous, 120. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, hein, c'est aussi de maintenir une offre touristique qui ponctuelle pour des grands événements. La ville d'Annecy a pas mal, festival du film d'animation, des grands événements qui aujourd'hui peuvent pas toujours trouver réponse auprès des hôtels étoilés ou de gîtes donc c'est une offre aussi pour ce qui nous concerne qui peut faire partie, je dirais, du panel de propositions et quand on a une afflux comme ça de touristes dans des événements aussi importants, eh bien ça peut être un moyen comme d'autres moyens de pouvoir trouver une solution. Donc les 120 jours. La solution, en fait, elle concerne l'attractivité de la ville ou elle concerne, entre guillemets, une fleur que vous faites à vos habitants qui peuvent mettre leur logement en location et se procurer un revenu grâce à ça. Je pense que c'est les deux. Pour être très clair, à la fois ça profite au territoire en termes d'attractivité, en termes d'offres, et en même temps ça permet, comme je le dis, l'idée c'est de ne pas complètement arrêter. Les meublés de tourisme, l'idée c'est de le réguler et de faire en sorte qu'il puisse être un apport sur le territoire et non pas une nuisance qui vienne dégrader la qualité de vie de nos concitoyens. Très rapidement, la durée. Alors, sur les 120 jours, les batailles des chiffres, là aussi, ont été emblématiques au cours des 10 dernières années. 120 jours, en fait, c'est le seuil pour parler de résidence principale, résidence secondaire. Si vous louez plus de 120 jours, ça veut dire que vous n'êtes plus dans votre résidence permanente pour la loi française. C'est 4 mois, plus de 4 mois, vous êtes en dehors. Donc c'est sur ça qu'a eu lieu la bataille. Une fois, avait été évoqué aussi à la ville de Paris, on va baisser à 60 jours, etc. Et les avocats avaient dit non, en fait, vous ne pourrez pas parce que ça change tout le modèle. Le modèle, c'est résidence principale, et résidence secondaire. Et de là découle en fait l'arbre juridique et des décisions et des modes de régulation. Là, la loi va en fait plus loin que ce que les juristes craignaient, mais c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 90 jours. Ça veut dire que là, c'est un acte politique de dire, en fait, ce n'est pas simplement la définition de la résidence principale et la résidence secondaire qui cadre ça va un peu plus loin. C'est l'idée donc soit 3 mois, enfin on enlève un mois, quoi, mais c'est le fait d'aller au-delà de ça. Ça veut dire qu'on veut limiter la place que prendraient en fait des visiteurs dans un parc de logement, pas forcément dans la ville, mais sur le parc de logement. C'est la pression. Donc là, il y a l'enjeu de votre question. Que faire des propriétaires et des 50%, je crois, des propriétaires occupants dans votre ville, la moitié qui sont aussi des électeurs. Et donc, c'est aussi à la fois symbolique
Et un petit peu, ça met une pression sur la possibilité d'étendre. Alors, sur les grands événements, à voir, voilà, 120 jours aussi, c'est tous les week-ends dans l'année. C'est-à-dire, on pourrait louer, avec 120 jours, vous pouvez louer tous les week-ends. Globalement, un peu plus. Donc, bon, à mon avis, c'est plutôt là symbolique, politique. Peut-être que ça y viendra. Paris l'a fait, Marseille le fait. Donc les grandes villes vont le faire parce que c'est vraiment l'acte politique. D'où la réaction aussi de la plateforme Airbnb, Airbnb France, quand Marseille l'a fait, ça a soulevé aussi des débats politiques. Alors, donc ça, c'est l'exemple de 2 mesures adoptées à Annecy. Il y a aussi des mesures que vous avez choisi de ne pas adopter, ou en tout cas pas pour le moment. Parmi ces mesures qui sont proposées dans cette loi, c'est notamment la servitude de résidence principale. Donc, le principe de cette mesure, c'est de contraindre à un usage de résidence principale tout nouveau logement mis sur le marché. Donc pourquoi ne l'avoir pas adopté, en tout cas pas pour le moment? Alors, disons que cette servitude de résidence principale est toute nouvelle. Enfin, il me semble que ça arrive avec la loi. On est en cours actuellement sur notre agglomération du plan local d'urbanisme intercommunal Habitat Mobilité Bioclimatique, donc qui est en cours, qui est actuellement la lecture des PPA, et derrière il y a une enquête publique qui va commencer à démarrer au printemps. Voilà, donc cette loi vient aussi percuter, je dirais, cette nouvelle proposition de pouvoir, je dirais, installer, proposer ces servitudes de résidence principale. Alors je rappelle quand même que dans le cadre de la loi, il faut avoir plus de 20% de résidences secondaires. Oui, donc déjà, ça limite. Donc nous ne sommes pas, il me semble, concernés par cet aspect-là. Donc voilà, ça, c'est quand même déjà, ça limite certaines communes qui vont pouvoir le faire. Ensuite, Chamonix, vous parliez de l'exemple de Chamonix, puisque je lisais le même article que vous encore hier, ils vont le faire. Effectivement, parce qu'ils ont encore 12 hectares à urbaniser et que c'est sur ces 12 hectares qu'ils vont pouvoir, dans les projets nouveaux, qui vont pouvoir mettre cette servitude de résidence principale. Donc là, pour le coup, nous, on est plutôt en train de réfléchir. Alors, on n'est pas complètement fermé, surtout dans les quartiers d'Annecy où on est à 3 secteurs de renouvellement urbain. Et donc, pourquoi pas se dire qu'on va pouvoir l'utiliser et pouvoir l'inscrire dans le cadre d'un zonage. Parce que c'est ça le principe, c'est de pouvoir l'intégrer tout de suite dans les plans de planification. Ensuite, nous, ce qu'on essaie de faire, alors au-delà de servitude de résidence principale, et bien avant cela, on essaie aussi de discuter avec les promoteurs, avec les acteurs économiques de la production du logement, d'inscrire déjà dans les premiers règlements de copropriété l'interdiction déjà de pouvoir avoir des meublés de tourisme. Donc moi qui suis très en amont dans le cadre des avant-projets des opérations de construction et des permis de construire, et bien tout de suite de pouvoir les inciter et de leur demander une copie du premier règlement de copropriété. Et vous avez quoi comme réponse là-dessus? Vous avez le droit de les inciter ou de les Oui, on a le droit d'encourager fortement. On peut les encourager fortement à le faire, oui. Et alors certains le font sans qu'on leur demande. D'autres, on leur demande et d'autres le font. Donc voilà, donc c'est très inégal. On n'a pas de prise là-dessus, mais en tout cas, les élus le sollicitent fortement. Enfin, en ce qui nous concerne, on le sollicite fortement. Thomas, une réaction sur ce type de règles, donc là des règles d'urbanisme plutôt? On va en reparler, il y a la question de la mise en œuvre. À mon avis, on va en reparler ensuite sur les sanctions, parce que là, on parle aussi des locations de courte durée, mais il y a un autre enjeu qu'il ne faut pas oublier, c'est la question des locations de moyenne durée, et qui pourrait encore échapper à ça. Mais... Très bien, merci. Alors, autre mesure que vous n'avez pas mise en œuvre, alors là, c'est l'arme atomique, c'est la compensation. Donc, la compensation, ça veut dire que pour tout nouveau logement mis en location sur le marché de la location de courte durée, il faudrait remettre un logement sur le marché classique, de même taille, dans le même quartier, etc. Donc, ça veut dire qu'un propriétaire qui met un studio en location, il faut qu'il l'achète ou qu'il ait un autre studio et qu'il le loue sur le marché classique. Au Pays Basque, apparemment, ça a fait chuter drastiquement les nouvelles mises en location de courte durée. Alors, ça ne fait pas revenir
les logements, Non. mais ça évite qu'il y en ait des nouveaux. C'est extrêmement coercitif. Ça, vous ne l'avez pas choisi. Non, non, parce que pour nous, c'est très complexe. Alors, très complexe à contrôler déjà. Parce que, puis, comme on disait tout à l'heure en termes de statut, les personnes morales, voilà, c'est comment contrôler ça, quoi. Et puis, il faut avoir, vous l'avez rappelé, une offre suffisante pour pouvoir venir compenser sur un territoire qui est déjà sous tension. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment se dire que cette mesure, pour nous, elle ne nous paraissait pas gérable, on va être très clairement, et on préfère vraiment de loin l'aspect quota qui nous permet vraiment de pouvoir contrôler. Moi, je pense que la notion de contrôle elle est importante. On peut mettre toutes les mesures que l'on souhaite. Si on n'a pas assez de moyens pour pouvoir aller voir vraiment ce qui se passe sur le terrain, très clairement, on peut mettre toutes les règles qu'on veut, on le voit bien dans notre législation. On peut en mettre tous les 5 matins. Si derrière, moi, j'ai pas des agents qui vont sur le terrain, qui vont voir porte à porte, qui vont aller discuter avec les citoyens pour voir qu'est-ce qui se passe et ainsi de suite, derrière, on peut pas. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, nous, la question de la compensation, pour nous, elle était absolument pas, et notre administration, parce que derrière, il y a des élus, il y a des administrations, et aussi, c'est la capacité à faire qui fait que forcément, on peut aussi se dire qu'est-ce qu'on peut pousser et qu'est-ce qu'on peut pas pousser. Donc voilà. Donc pour nous, la compensation, c'était pas vraiment dans notre, à la fois administrativement et politiquement, le moyen qui nous permettait de pouvoir répondre à l'efficacité, je dirais, de ce qui nous préoccupe sur la vieille ville, par exemple. Juste pour rappeler que la compensation, elle a été portée par une association du Pays Basque qui s'appelle ALDA et qui est une association de citoyens qui ont porté ce sujet au niveau local, puis au Parlement, et qui a fini par devenir une partie de la loi. Donc en fait, c'est intéressant Oui, tout à fait. de voir d'où ça vient. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, cette règle de la compensation aussi, elle fait grand bruit aussi parce qu'elle est très symbolique sur l'idée que si on fait commerce, si on fait marché d'une unité de logement, en fait, il faut compenser pour éviter que la ville ne se vide de ses habitants, voire même aller plus loin. Mais simplement, donc, elle a été portée, elle a été politisée effectivement par des collectifs. Elle est dans cette loi, c'est une option, mais en fait à Paris, elle existait déjà bien avant ce phénomène des plateformes, parce qu'en réalité à Paris, il y avait tellement d'enjeux sur la transformation de logements en bureaux et en biens commerciaux que en fait cette règle existait déjà, donc c'est aussi territorialisé. Elle a été changée. La commercialisation. Alors en fait. elle a été changée, la carte a été changée parce qu'en réalité à Paris, il y a plusieurs types de zones. Effectivement, il y a une compensation au-delà du débat qu'on a aujourd'hui. Lorsqu'on prend une unité de logement et qu'on en fait en fait du commerce, que ce soit des bureaux ou en fait ici de la location de courte durée, en réalité il faut racheter des droits de commercialité, donc il y a plusieurs processus, c'est extrêmement complexe, extrêmement opaque, et en fait on rachète des mètres carrés. Soit on le fait soi-même, mais généralement c'est assez complexe, soit on rachète l'équivalent, voire 2 fois, voire 3 fois selon les zones, l'équivalent pour transformer une surface commerciale en surface de logement. Et ça, c'est géré par un sous-marché, quelque part, de ces droits de commercialité de mètres carrés, par des sociétés en fait, donc, financières qui gèrent ça. Donc ça veut dire que, je rebondis sur ce que vous disiez, Nadia, en fait, là, l'enjeu, c'est qui gère ça dans une petite ville, sachant que là, même à Paris, c'est d'une complexité remarquable. Alors, l'objectif, il est aussi symbolique et politique. C'est-à-dire que c'est tellement dissuasif à Paris qu'en fait la barre est fixée tellement haute que seuls les gros propriétaires peuvent le faire, les investisseurs. Et donc ça rejoint la question, mais peut-être que c'est un des derniers points, mais je rebondis tout de suite parce que ça rejoint la question de la mise en œuvre en fait. Toutes les règles qu'on évoque ici, je trouve ça assez intéressant ce que vous dites sur on envisage des règles qu'on peut mettre en œuvre. À quoi ça servirait de faire voter et de mettre en place des règles qui politiquement en plus vont nous mettre en difficulté si derrière on ne peut pas les mettre en œuvre. Paris a la capacité de produire aussi du symbole politique. Depuis les années 2015, il y avait des opérations coup de poing, descendre dans la rue avec 30 inspecteurs pour les frapper aux portes, faire la démonstration que c'est un enjeu et que l'acteur public veut réguler ces choses-là et frapper fort. Aujourd'hui, couper les boîtes à clés. Couper les boîtes à clés à Marseille, mais
il y en a toujours On l'a autant, fait aussi un ça a peu été aussi. arrêté, étrange. Mais en tout cas, ce sont des actes politiques, et c'est important, ces actes politiques symboliques face à un marché qui aussi est très politique et symbolique. Et donc, cette compensation, règle de la compensation, il faut que derrière, elle puisse être mise en œuvre, comme toutes les autres règles dont on parle, et peut-être après on peut faire une synthèse de ce qui est écrit ici, mais c'est toutes les villes n'ont pas la capacité, aussi bien qu'elles auraient l'envie politique, de mettre en place ces règles-là. Paris le fait, parce qu'elle a une équipe qui existait déjà, des agents assermentés, certains ont été recrutés pour faire ça, et encore, c'est une trentaine, spécifiquement dédiée à ça, une quinzaine de personnes. À Barcelone, ils ont recruté plus de 100 inspecteurs pour le faire, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire, ils l'ont fait. Bon. Et donc, en fait, c'est aussi, toutes ces règles ne peuvent pas se mettre en œuvre s'il n'y a pas les données et les agents pour les surveiller. J'ai une micro-question. Ça doit être quelqu'un qui est tout à fait individuellement intéressé. Un logement indépendant accolé à la résidence principale est-il considéré comme résidence principale? Je pense que oui. Comme une autre. Mais accolé, enfin, ça dépend ce que il y a une autre adresse, il y a une autre porte, un autre accès. En fait, c'est ça la question. C'est ça la question. Et la question se pose pour la taxe aussi sur les résidences secondaires. Sur cette question-là, c'est en fait l'unité, comment elle est définie. Alors, prenons un petit peu de hauteur justement par rapport à ce cas particulier. Désolé de ne pas pouvoir apporter la réponse, mais en fait, un des objets de recherche, un des objets sur lequel se penche le politiste, c'est le ou les conflits. Donc là, on est dans un terrain miné où il y en a un certain nombre. Alors, j'aimerais bien que jusqu'à la fin, on déplie quelques conflits qui ont pu exister, ou en tout cas, comment ça peut se structurer. Et en fait, un des premiers conflits sur cette régulation, il s'est même joué au sein de l'État et aussi entre l'État et les collectivités territoriales. Donc, est-ce que vous pouvez nous relater un peu ça, Thomas, notamment sur les divergences de vues entre ministères sur cette régulation? Alors, effectivement, le sujet dont on parle, on dit il est très conflictuel, mais il y a plusieurs types de conflits. Déjà, on peut avoir en tête... Alors, qui dit conflit dit parfois coopération, s'il y a toujours les deux faces. Mais il y a des enjeux entre les plateformes et les autorités publiques de façon générale, que ce soit les États, les institutions européennes, les villes, puis avoir les citoyens, les professionnels de l'hôtellerie, par exemple. Et parfois, ces conflits mènent en justice, ce qui renvoie aussi à une forme de judiciarisation de ces éléments-là au cours des 15 dernières années. Et donc, il y a eu des procès entre les plateformes, enfin, la grande plateforme et des collectivités, la grande plateforme et des professionnels du tourisme. On en a vu au cours des derniers mois, des responsables hôteliers, des fédérations qui vont en justice pour concurrence déloyale, des propriétaires, souvent des SCI, contre des collectivités, comme ça a été le cas à Paris. Et tous ces conflits renvoient à des affaires qui vont jusqu'à la Cour de justice européenne, qui redescendent, qui font jurisprudence ou pas. Donc, on est encore dans une phase de stabilisation sur ce sujet-là. Ensuite, il y a des tensions, des éléments de tension, et qui renvoient à des conceptions de l'enjeu très différentes. Donc, au sein même d'un État, au sein même d'administration, au sein même d'une collectivité, d'un conseil municipal ou métropolitain. Et là, ça renvoie à ce que je racontais tout à l'heure sur les différents types de cadrage. Déjà, premier élément, selon que vous considériez cet enjeu-là comme un enjeu de tourisme et donc d'attractivité et d'image, ou que vous considériez cet enjeu comme un enjeu de logement ou d'urbanisme ou de social, la façon dont on va définir, quel que soit l'acteur, le sujet, va impliquer des relations diverses avec les autres acteurs. Et donc généralement, nous, ce qu'on observe, c'est que les acteurs qui cadrent cet enjeu-là comme un enjeu de logement, comme un problème de logement, sont plutôt du côté de considérer le logement comme une unité d'habitation, plutôt proche de l'idée qu'il faut protéger le logement, réguler ce marché pour éviter qu'il mette en danger les questions de logement. Ceux qui sont du côté du tourisme utilisent des instruments de type zonage, question du surtourisme, des conflits, etc. Alors, pour reprendre cette distinction... Oui. Et aussi, il y a l'enjeu économique, c'est-à-dire c'est ce qui se passe dans les villes libérales ou autres. C'est une manne économique. Le tourisme est la première manne économique au monde, sur tous les pays européens. Donc, c'est très, très important. Voilà. Et donc, si on regarde par exemple, si on regarde en France et les péripéties autour de cette loi, depuis 5-10 ans, ce qui se joue, c'est une tension entre le logement, le tourisme, le développement économique. Le logement, le ministère du Logement est prêt depuis un certain
moment, en fait, depuis très longtemps, à réguler et à sortir ce genre de mesures. Et même, en fait, il y avait, si vous prenez même la DIL à Paris, dès 2010, la PUR à Paris en 2011 avait fait un rapport comme quoi tirer la sonnette d'alarme, attention, il va se passer des choses. Ça fait 15 ans, en fait, que les acteurs du logement alertent et demandent la mise en place de mesures. Et de notre côté, il y a les acteurs économiques, le ministère de l'économie, Bercy juste en face, qui sont plutôt favorables, étaient plutôt favorables au développement de l'économie de plateforme et du capitalisme de plateforme qui est en fait voilà, dans cette dynamique de globalisation. Et donc, nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a eu des tensions politiques au sein même de l'appareil d'État, qui n'est pas un appareil, mais qui est un ensemble d'organisations qui sont parfois coopèrent, parfois sont en conflit. Donc ça fait 15 ans qu'il y a ce genre de tension. Et autour de cette loi, les péripéties, donc au-delà de l'aspect médiatique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle a beau être transpartisane, c'est qu'il y a cette tension qui s'est retrouvée condensée au moment où il fallait prendre une décision. Et donc, là aussi, la plateforme a mené des stratégies tout à fait classiques d'influence, de délai, en fait, acheter du temps pour imposer le marché, imposer ses règles, pour que cette loi arrive à un moment où la plateforme est prête à partager ses données, que le marché se recompose, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que le marché aujourd'hui se recompose sur des territoires pas encore touchés. Et donc, voilà. Nora, ces conflits, finalement, est-ce qu'ils ont eu lieu à Annecy, en fait, au sein de votre exécutif ? Oui, au sein de l'ensemble du territoire, au-delà même de la commune, puisque la délibération, elle a été portée au sein de l'agglomération, des 34 communes. Donc on a effectivement, au-delà, moi je partage totalement, on a eu effectivement à notre niveau la même dualité, on va dire, entre ceux qui sont en train de vouloir protéger je dirais la question du logement, de l'habitat en tant que outil de logement proprement dit, et puis effectivement ceux qui sont sur les aspects économiques, développement économique, attractivité. Et au-delà de ça, c'est vrai que ce qui a aussi été extrêmement important dans nos débats, c'est la notion de régulation. Et cette notion, elle est relativement difficile aussi dans des territoires de centre droit, parce que la notion même du marché, c'est de dire le marché en soi, et ça après je pense que ça rentre dans d'autres logiques, dans d'autres débats, est une forme de régulation aussi dans l'esprit de la conception politique d'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques. Et donc là, on vient vraiment heurter, je dirais, un schéma qui est de dire, mais ceux qui font quand même, qui amènent aussi un élément nouveau dans tous ces débats, c'est le citoyen. Très clairement. Quand on voit effectivement ces mouvements citoyens qui s'organisent, qui finalement, avec tous les réseaux que nous avons, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui à notre possession, deviennent une forme de pouvoir aussi. Et concrètement, très clairement, il y a eu des manifestations. Bien sûr. Au Pays Basque, il y en a eu des grosses. Bien sûr qu'on a des manifestations, des affichages placardés dans la vieille ville. Mais bien sûr. Donc c'est vraiment, et puis une forme de présence aussi dans les débats. Donc je pense que ça a vraiment un élément, pour moi, en ce qui me concerne, assez nouveau dans le sens de ce qu'on peut dire droite-gauche, la notion, je dirais, de polarité politique. Mais là, vraiment, on sent que, en fait, les élus n'ont plus le choix. C'est-à-dire que là, il s'agit de leur qualité de vie, il s'agit de leur propre existence, et il s'agit de dire stop, quoi. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant, parce que même ceux qui sont les plus virulents sur le fait de dire laissons le libre marché, aujourd'hui sont quand même confrontés à cette logique. Thomas ? Oui, tout à fait. Tout marché va avec une régulation. Il n'y a pas de marché sans régulation. C'est pour ça que les villes dont je parlais tout à l'heure, qui étaient plutôt favorables, elles ont régulé quand même, parce qu'il n'y a pas de marché sans régulation, il n'y a pas de marché sans État, et vice-versa. Donc, la plateforme dont on parle, il y a les responsables Airbnb disaient, nous sommes pour la régulation, en fait. Oui. Mais celle qu'on va essayer de façonner et le plus tard possible afin de pouvoir structurer ce marché. Donc c'est tout à fait classique. Et 15 ans pour arriver à une loi comme ça en France, c'est normal en fait. C'est tout à fait classique ce qui s'est déroulé sous nos yeux. Alors on est sous le feu de l'actualité, on a l'impression que ça va pas assez vite, etc. Mais en fait c'est tout à fait classique. Mouvements sociaux, il y a eu des mouvements sociaux en fait partout. La spécificité en France, c'est que c'est arrivé après les premières régulations. C'est hyper important de comprendre ça. Contrairement à Barcelone où en fait les régulations ont été poussées par plein de pays méditerranéens poussés par les mouvements sociaux qui étaient
anti-tourisme, anti-surtourisme. Les pouvoirs politiques y arrivaient en réaction. En France, pas du tout. Il n'y avait pas de mouvements sociaux anti-tourisme à Paris et dans les autres villes. Très peu politisé, la question du tourisme. La France est un pays qui tire de son revenu en partie de tourisme, donc c'est très important. Et à Paris, c'est l'agenda politique. Donc c'est le conflit entre le tourisme et le logement qui a fait que Yann Brossa et Anne Hidalgo se sont emparés du sujet. Et ensuite, ça a donné lieu à des mises en réseau avec les autres villes. Et si vous regardez des villes comme Saint-Malo, Pays Basque, Marseille, c'est les mouvements sociaux. Troisième point, peut-être, on l'a peut-être pas assez évoqué, mais sur cette loi, il y a la question de la fiscalité qui est majeure en fait. C'est la première fois qu'on va toucher à des enjeux de fiscalité au niveau national, et c'est un point qui va au-delà de la simple régulation, moratoire ou cartographie. C'est rendre dissuasif, ou en tout cas moins incitatif, le fait de faire du meublé touristique de courte durée. Et ça, c'est majeur. Donc ça se fait du haut vers le bas en essayant de limiter les abattements fiscaux, donc désinciter, enfin être moins incitatif. Ça peut se faire dans l'autre sens, ou rendre plus incitatif, plus avantageux de faire de la location permanente. Donc ça, c'était les porteurs de la loi étaient un peu favorables à ça. De ce qu'on comprend au ministère, ils sont plutôt aussi, ça pourrait se faire, mais c'est un premier pas de baisser l'incitation à faire de la courte durée, monter l'incitation à faire de la longue durée est importante. Mais il y a un enjeu que j'ai évoqué tout à l'heure qui n'est pas encore complètement frontalement abordé, mais dans les autres villes européennes, ça commence à se voir, c'est ce qu'on appelle la location de moyenne durée. Et en réalité, en France, en deux mots, en France, il y a encore des instruments et les plateformes ont aidé les propriétaires à faire cela. Vous avez en ligne vous avez en ligne les documents tout prêts pour pouvoir le faire. Vous avez ce qu'on appelle en France le bail mobilité qui permet tranquillement d'échapper à tout ce dont on parle. Et la location de moyenne durée, c'est le nouvel enjeu. C'est le nouvel enjeu. Il y a eu un autre enjeu donc, qui est pour l'instant passe entre les mailles du filet. Il y a eu un autre enjeu qui a été attrapé par Paris dans les années 2020. C'était la transformation des locaux commerciaux en meublés touristiques de courte durée, parce qu'en réalité, ça passait sous les radars de la distinction résidence principale, résidence secondaire, logement, commerce. Ça donnait beaucoup de procès par ailleurs. Voilà, et maintenant, le dispositif parisien est bien rodé, il y a des changements d'usage et de destination, et le service de la direction de l'urbanisme veille de plus en plus à ça. Ça, c'est des enjeux. Il y a une loi qui est très bien, maintenant, il faut la mettre en œuvre. Et Catherine, non, peut-être le mot de la fin, Nora, parce que effectivement, il faut la mettre en œuvre. Évidemment, dès qu'il y a un texte, il y a aussi des manières d'essayer de le contourner et d'inventer d'autres choses. Donc peut-être cette location de moyenne durée. En Bretagne, on appelle ça les baux pourris, c'est-à-dire en fait un bail de 10 mois. Et puis au bout de 10 mois, on dit, notamment en juin par exemple, on dit aux étudiants ou aux ménages qui sont là, ben maintenant vous partez, puis peut-être qu'en septembre vous pourrez revenir. Mais en tout cas là, il faut que vous trouviez à vous loger ailleurs. Donc peut-être juste en guise de conclusion, finalement, ce texte, est-ce qu'il vous convient ? Est-ce qu'il est suffisant ? Est-ce qu'il va vous aider ? Pour nous, c'est tout à fait correct. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, de pouvoir l'appliquer va être déjà un exercice important. Et puis, c'est un tremplin. Vous l'avez dit, il y a encore d'autres choses qui vont réapparaître. De toute façon, c'est clair. Vous parliez du bail mobilité. Voilà, ça aussi, va falloir aussi... parce que c'est sûr que dès lors qu'on restreint un champ, un autre s'en ouvre. Et donc, voilà, tout doucement, on va commencer un peu à regarder ces aspects-là. Donc non, pour nous, la loi aujourd'hui, elle est extrêmement favorable dans la préoccupation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais vous l'avez dit très clairement, ce n'est pas le seul outil. C'est-à-dire que vous parlez de la zone A, B, C, qu'est-ce qui va se passer en B, qu'est-ce qui va se passer en C, mais en fait c'est une politique globale de planification territoriale. Et moi, pour conclure là-dessus, si vous me donnez la conclusion, mais Thomas aussi, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire qu'il nous faut une vraie réflexion d'aménagement du territoire. Et ça, c'est un outil parmi d'autres qui permet de réguler d'autres aspects. On parlait de logement abordable. Comment aujourd'hui les pouvoirs publics que nous sommes, les élus, nous faisons que nous allons construire des logements qui soient accessibles à nos populations, à leurs revenus. Pour ça, il faut absolument planifier. Et la planification, ça passe par une politique de rééquilibrage de la ville, par une politique volontariste de programmation d'une politique des trois tiers en ce qui nous concerne, en mettant dans nos programmations du bail réel solidaire qui permet d'avoir un nouveau segment entre les populations les plus vulnérables et les populations les plus aisées. Donc il y a plein de choses. Aujourd'hui, on a un arsenal. On peut revenir aussi sur le permis de louer.
qui permet aussi d'aller plus loin sur la qualité des logements. On peut aussi parler de la loi SRU, parce que là aussi, on peut aussi peut-être rediscuter de ça, mais en tout cas, c'est des champs qui peuvent s'ouvrir dans un prochain débat en ce qui concerne le défi élu. Merci beaucoup. Alors effectivement, on parle là de Recherche. toute une politique du logement. Donc, je vous rappelle quand même que Idéal produit un certain nombre de recherches qui répondent ou qui tentent de répondre à ces questions, notamment des webinaires. Alors sur le logement abordable, on en avait fait un, c'était le logement abordable à tout prix, point d'interrogation. Donc, pas mal de choses. Et aussi, on avait déjà fait un webinaire sur dans la famille des crises du logement, je demande l'été, qui était sur l'allocation de courte durée. Merci à tous les deux d'avoir répondu à ce format. Je crois que c'était très intéressant d'avoir à la fois l'action concrète et l'analyse a priori et a posteriori par la recherche. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Et le prochain défi d'élu aura lieu le 20 juin et il s'intéressera aux conditions d'accueil des personnes en exil. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Merci à vous.